Imaginez un instant que vous êtes en train de monter un simple escalier ou de marcher dans le froid, et soudainement, un étau invisible se referme avec une force inouïe autour de votre poitrine. Votre souffle se coupe, une douleur foudroyante irradie vers votre mâchoire et votre bras gauche. Pendant quelques minutes interminables, vous avez la sensation imminente que votre vie s'arrête. Cette expérience terrifiante n'est pas une simple crampe, c'est ce que la médecine appelle l'angine de poitrine ou angor. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'une maladie pulmonaire, mais du cri d'alarme le plus critique de votre propre cœur. C'est le signal direct que votre muscle cardiaque est en train d'étouffer, privé de l'oxygène vital dont il a besoin pour battre. Chaque année, des millions d'individus ignorent ces premiers avertissements, confondant ces symptômes avec de simples douleurs musculaires ou du stress, jusqu'à ce que la situation ne bascule vers le point de non-retour, l'infarctus du myocarde. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la mécanique de l'angor, décortiquer les processus biologiques qui transforment nos artères en dombes à retardement et analyser les stratégies médicales de pointe utilisées pour désamorcer ce syndrome avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre l'angine de poitrine, il faut d'abord analyser l'architecture de notre système cardiovasculaire. Le muscle cardiaque, appelé myocarde, est une pompe infatigable qui nécessite un approvisionnement constant et massif en oxygène et en nutriments pour fonctionner. Cet approvisionnement est assuré par un réseau spécifique de vaisseaux sanguins, les artères coronaires. L'angor se déclenche lorsqu'il y a une ischémie, c'est-à-dire une diminution drastique du débit sanguin à l'intérieur de ces artères. Cette hypovascularisation crée une hypoxie, un manque critique d'oxygène pour les cellules musculaires du cœur. Ce phénomène survient généralement lorsque les artères coronaires sont physiquement rétrécies par l'accumulation de plaques d'athérome, ou parfois par des spasmes violents de ces mêmes artères. Il est fondamental de faire une distinction clinique majeure. L'angor entraîne une douleur vive, souvent à l'effort, car le flux sanguin est réduit mais pas totalement interrompu. En revanche, l'infarctus du myocarde représente le stade ultime, où l'artère coronaire, déjà rétrécie, est subitement obstruée de manière totale par un caillot sanguin, entraînant la nécrose, c'est-à-dire la mort irréversible d'une partie du muscle myocardique. Dans le cadre de l'angor, le cœur crie famine, mais il n'est pas encore détruit. Ce mécanisme d'étouffement cellulaire se divise en deux catégories diamétralement opposées en termes de dangerosité. L'angor stable, prévisible, et l'angor instable, qui constitue une urgence médicale absolue. La réduction du calibre des artères coronaires ne se fait pas du jour au lendemain. C'est l'aboutissement d'un processus pathologique long et silencieux appelé l'athérosclérose. Tout commence par la perte d'élasticité et la dégradation de la paroi interne des artères, favorisant l'incrustation de lipides qui vont former des plaques d'athérome. Les coupables derrière cette dégradation architecturale sont formellement identifiés par les données épidémiologiques et cliniques. Le tabagisme, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie forment un trio redoutable qui agresse chimiquement et mécaniquement les vaisseaux. À cela s'ajoutent le diabète, l'obésité, la sédentarité, le stress chronique ainsi que des facteurs génétiques incontournables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette maladie athéromateuse est systémique. Elle ne se limite pas à piéger le cœur. Si elle touche avec prédilection les artères coronaires pour provoquer l'angor et l'infarctus, elle s'attaque également aux artères des membres inférieurs, générant des artérites sévères. Elle infiltre les carotides, ouvrant la voie aux accidents vasculaires cérébraux, AVC, et obstrue les artères rénales, précipitant l'insuffisance rénale chronique. La plaque d'athérome agit comme un ciment toxique qui obstrue progressivement la tuyauterie vitale du corps humain, réduisant la lumière artérielle jusqu'à ce que le moindre effort physique ou changement thermique exige un débit sanguin que les vaisseaux ne peuvent plus fournir. L'angor stable est la manifestation la plus classique et prévisible de cette insuffisance coronarienne. Il se caractérise par une douleur angineuse qui surgit mathématiquement lors d'efforts physiques importants ou lors d'une forte contrariété émotionnelle. Dans ces moments précis, le rythme cardiaque s'accélère, la pression monte, et le cœur réclame un supplément d'oxygène que les artères rétrécies sont incapables de livrer. Les patients décrivent cliniquement une douleur rétrosternale, située exactement derrière le sternum, souvent ressentie comme un étau, une oppression ou une constriction périfiante. Cette douleur n'est pas confinée au thorax, elle irradie de manière caractéristique vers la mandibule, le bras gauche, le dos et parfois l'épigastre.
La signature de Langor stable réside dans sa réversibilité. La crise dure généralement de 10 à 15 minutes et surtout, elle cède de façon spectaculaire à l'arrêt de l'effort ou sous l'action d'un médicament vasodilatateur spécifique, la crinitrine, TNT, prise par voie sublinguale. En dehors de ces épisodes, le patient est asymptomatique et paradoxalement, un électrocardiogramme de repos apparaîtra souvent strictement normal. C'est pourquoi le diagnostic nécessite de mettre le cœur à l'épreuve, à travers une épreuve d'effort, une scintigraphie myocardique ou une échographie sous dobutamine, avant de confirmer visuellement les sténoses par une coronarographie, l'examen de référence de la cartographie artérielle. Face à une douleur thoracique aiguë, l'erreur diagnostique est interdite. Le corps médical doit procéder à un diagnostic différentiel rigoureux car d'autres pathologies mortelles imitent le symptôme de Langor. Il faut immédiatement écarter l'infarctus du myocarde déjà constitué, l'embolie pulmonaire massive, une perforation abdominale, une péricardite aiguë, ou même faire le tri avec des douleurs rhumatismales sévères et les douleurs précordiales liées à des crises d'anxiété extrême. Une fois Langor instable confirmé, la conduite à tenir est stricte et immédiate. Le patient est hospitalisé en unité de soins intensifs, placé sous scope pour une surveillance électrocardiographique continue, avec perfusion et repos strict au lit en position demi-assise pour soulager la mécanique respiratoire. L'oxygénothérapie est administrée à un débit de 4 à 6 litres par minute pour saturer le sang et tenter de compenser l'hypoxie tissulaire du cœur. Le traitement médicamenteux intraveineux est alors déployé comme une frappe chirurgicale. La trinitrine pour dilater les vaisseaux, les anticoagulants comme l'héparine à bas poids moléculaire et l'aspirine pour empêcher la formation de caillots sur les plaques instables, couplés à des bêta-bloquants et des inhibiteurs calciques pour freiner l'activité du cœur et réduire immédiatement ses besoins en oxygène. Le traitement de la maladie coronarienne s'articule autour de 3 piliers fondamentaux: le traitement de fond, la gestion de la crise et la revascularisation chirurgicale. Le traitement médical vise un double objectif: diminuer le travail du cœur et faciliter la perfusion artérielle. Les dérivés nitrés, les bêta-bloquants par leur action bradycardisante et les inhibiteurs calciques par leur action antispastique travaillent en synergie pour réduire la consommation d'oxygène du myocarde. Les médicaments anti-agrégants plaquettaires, eux, agissent comme des boucliers, empêchant les nouveaux dépôts et la formation de thrombus. Mais le véritable traitement de fond exige une révolution du mode de vie pour neutraliser les facteurs de risque. L'arrêt catégorique du tabac, le contrôle strict de la tension artérielle et l'application d'un régime hypolipidique sévère. Cependant, lorsque les lésions athéromateuses sont trop avancées et que l'obstruction menace directement la vie du patient, les techniques de revascularisation physique entrent en jeu. La première est l'angioplastie coronaire. Via un cathétérisme sous contrôle radioscopique, une sonde munie d'un ballonnet est acheminée jusqu'à la zone sténosée. Le ballonnet est gonflé à très haute pression pour écraser la plaque contre la paroi et un stent, un micro-grillage cylindrique en métal, est déployé pour maintenir l'artère ouverte en permanence. Si les lésions sont multiples ou mal placées, la chirurgie à cœur ouvert devient nécessaire à travers le pontage arto-coronarien. Le chirurgien prélève un vaisseau sain, souvent une veine saphène de la jambe ou l'artère mammaire interne, pour créer une véritable déviation, un nouveau canal de circulation qui contourne la sténose et ramène le sang salvateur vers la partie ischémique du cœur. L'angine de poitrine est bien plus qu'une simple douleur passagère. C'est un avertissement critique envoyé par un organe qui lutte pour sa propre survie. Nous avons vu que ce syndrome, qu'il soit stable lors de l'effort ou instable et imprévisible au repos, est le résultat d'années de dégradation silencieuse de nos artères par la plaque d'athérome. Si la médecine moderne dispose d'un arsenal technologique et pharmacologique impressionnant, de l'angioplastie par stent au pontage complexe, la véritable bataille se gagne en amont, par la prévention. Écouter son corps, ne jamais ignorer une oppression thoracique et combattre activement les facteurs de risque par notre mode de vie restent nos meilleures armes. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour. Il est grand temps de s'assurer que ces voies d'approvisionnement restent ouvertes. Partagez ces informations vitales, car la compréhension de ces mécanismes peut littéralement sauver la vie de l'un de vos proches.